Donc je m'appelle Eric Ménère, je suis médecin généraliste en Bretagne, dans une petite ville du centre Bretagne, à Ploërmel. Je suis également professeur associé de médecine générale et directeur du département de médecine générale de la fac de Rennes. Ce travail, c'est un travail d'équipe avec le docteur François Martineau, docteur Sarah-Lou Mamoun et Benjamin Bastian. On participe, on fait partie de l'équipe soins primaires du CIC INSERM 1414 à Rennes. Alors, moi, en plus d'être généraliste et professeur d'université, je suis aussi formateur en hypnose et co-auteur d'une méthode. On va voir pourquoi on a écrit une méthode, à quoi ça sert, et formateur dans un organisme de formation qu'on a créé pour cette méthode. Je n'ai pas d'autres liens d'intérêt avec l'industrie. Alors en fait, si on prend, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup de travaux en hypnose jusqu'à maintenant, alors qu'on entend ce matin, on a entendu parler de la méditation, on a entendu parler d'autres thérapies qui peuvent être bien étudiées. L'hypnose, pas beaucoup. C'est étudié, mais pas beaucoup, tout simplement parce que c'est pas standardisé. Tout ça, quand on fait une séance de méditation pleine conscience, ben, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on dit on va faire de l'hypnose, c'est le grand flou pour tout le monde. En gros, c'est comme si on disait on va faire de la chirurgie. Ok, et après on fait quoi? Ben, on ne sait pas. Donc tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui me disait ah oui, moi je connais un très bon hypnotiseur. Super, et sur quoi on se base pour dire qu'il est très bon ou pas bon? On ne sait pas. Donc, dans la pratique clinique, au bout de 20 ans d'expérience, je me suis rendu compte, bien sûr, comme tous mes collègues, qu'on manque d'outils, qu'il y a des tas de situations pour lesquelles on ne peut pas aider. J'ai découvert l'hypnose un peu par hasard. Je suis tombé dedans, je l'ai utilisé et j'ai essayé de le modéliser un petit peu parce que moi, j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Et ma casquette universitaire m'y a aidé et les collègues aussi m'y ont poussé. Donc, on est parti sur le principe des prescriptions de benzodiazépines parce que ça, c'est un de nos gros problèmes en France. La France est le deuxième prescripteur européen de benzodiazépines après l'Espagne, mais avant l'Allemagne, avant l'Angleterre, avant l'Italie. On est à 138 millions de boîtes par an et on est surtout à 10% de la population en moyenne, entre 9% pour les hommes et 16% pour les femmes, à consommer des benzodiazépines et apparentés. Et le problème, s'il n'y avait que ça encore, ça irait, mais 75% des prescriptions se font hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché. Normalement, ces médicaments ont une autorisation d'utilisation dans l'insomnie pour 1 mois maximum et dans l'anxiété pour 3 mois maximum. Et vous connaissez tous autour de vous des gens qui prennent de l'alprazolam, du Stilnox et j'en passe et des meilleurs depuis 5 ans, 10 ans, voire 20 ans ou plus. 75% de nos prescriptions, c'est hors AMM en France. Alors, on a eu... la HAS a proposé, par exemple, dans les troubles du sommeil, on a essayé de cibler un petit peu la prise en charge de ces benzodiazépines, de ces prescriptions. La HAS a fait une recommandation pour le sevrage et une recommandation pour la prise en charge des troubles du sommeil en recommandant les interventions non médicamenteuses, principalement la TCC. Ben parce que la TCC, ça a été beaucoup étudié aux USA. Mais en France, quand vous allez sur l'annuaire France TCC et vous cherchez un thérapeute formé pour les troubles du sommeil dans votre région, moi je l'ai fait pour la Bretagne, ils sont 3. Donc on voit bien que, et c'est d'ailleurs une des conclusions de l'HAS, c'est que la TCC peut aider, mais il n'y a pas assez de thérapeutes formés. L'hypnothérapie, c'est utilisé en médecine générale de plus en plus. Il y a plusieurs publications qui le montrent. Il y avait un rapport de l'INSERM co-dirigé par le professeur Falissard qui montrait ça en 2015 déjà. Et les revues de littérature qu'on a fait dans notre équipe aussi ont montré qu'en fait les méthodes, elles n'étaient pas décrites et qu'elles n'étaient pas reproductibles. Donc c'est ce que je vous dis, quand on parle d'hypnose, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Heureusement, en 2018, il y a une équipe anglaise de McCulloch qui a émis des recommandations de suivre un protocole, un processus, on va dire, le processus idéal
pour faire de la recherche dans les thérapies complexes. On nous dit toujours, on ne peut pas faire d'aveugle avec l'hypnose, puisque les gens ils savent bien s'ils ont de l'hypnose ou pas. Ah, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la shame hypnose, une fausse hypnose? Qu'est-ce que c'est? Donc c'est beaucoup de questions méthodologiques auxquelles on s'est attaqué. Alors, si on reprend l'acronyme idéal, il y a d'abord le I. Le I, c'est l'idée. C'est quoi l'idée innovante qu'on veut étudier? Et cette idée, tant qu'elle ne sera pas publiée, elle n'existera pas. D'ailleurs, notre projet de recherche a essuyé 2 échecs, 2 refus des comités scientifiques du PHRC, tout simplement, entre autres raisons, parce que la méthode n'était pas décrite et qu'on parlait d'hypnose, mais on ne savait pas ce que c'était. Donc on s'est attelé à écrire une méthode qu'on a publiée dans une revue internationale à comité de lecture. Je vous montrerai ça tout à la fin. Elle est en libre accès, bien sûr. Donc on a publié cette méthode qu'on appelle méthode E2R pour dire émotion, régression, réparation. Ça donne un petit cadre du travail qui va être proposé au patient pendant sa transe hypnotique. Ensuite, la deuxième étape de ce processus, c'est le développement, montrer que cette méthode peut avoir un intérêt en clinique courante. Et donc là, à Rennes, on a accompagné plusieurs thèses de médecine générale qui ont étudié, c'est des thèses qualitatives qui ont étudié l'intérêt et pour les patients et pour les soignants d'utiliser cette méthode. Après, il y a le E, l'exploration. Là, on va évaluer sur le terrain, par des études, quelle est la faisabilité et quelle est la spécificité de cette méthode et la tolérance de cette méthode. Alors, je suis désolé, j'ai fait les diapos en anglais comme on m'a demandé. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour finalement les raconter en français. Mais bon, ça sera pour les collègues qui ne parlent pas français dans la salle. Ça, c'était en vue de faire une étude. Ensuite, le A, prouver l'efficacité de la technique en faisant une étude randomisée. Le L, c'est le suivi à long terme, c'est le suivi d'une cohorte. Et quand on suit toutes ces étapes, eh bien, on peut arriver à montrer l'efficacité pure et dure, on va dire, avec un niveau de preuve élevé d'une méthode complexe. Ça a été développé au départ pour les soins des techniques manuelles, pour les kinés, parce que quand on fait une technique manuelle ou de la chirurgie, eh bien, le patient il sait bien qu'il est opéré, qu'on lui change la hanche ou pas. Mais comment est-ce qu'on va montrer qu'on va faire telle voie d'abord ou qu'on va utiliser tel protocole plutôt que tel autre? En suivant ce protocole idéal, on va y arriver. Là, ce que je vous présente, c'est cette étude de faisabilité et de tolérance de la méthode que nous avons développée, puisque le reste avait été déjà fait. Et aujourd'hui, on en est au A de assessment, puisqu'on a un protocole qui a été finalement validé par le PHRC. On a obtenu un financement de 266 000 € pour le mettre en œuvre. Et il démarre là, en ce moment. On est au dernier stade du CPP. L'objectif de l'étude que je vous présente, c'était d'évaluer, d'estimer de façon indirecte, puisque c'était une étude rétrospective, l'efficacité de cette méthode d'hypnose 12 mois après la fin des séances sur le sevrage en benzodiazépine de patients qui en prenaient déjà de façon inadaptée, qui prenaient déjà hors AMM ces benzodiazépines. Bon, dans les objectifs secondaires, il y avait l'évaluation à 3 mois et à 6 mois. Et puis on a aussi, tant qu'on y était, évalué la diminution et le sevrage des antidépresseurs qui étaient souvent associés, mais pas tout le temps. Donc, une étude rétrospective observationnelle sur une base de données de 21 médecins généralistes bretons qui sont formés à l'hypnose et qui l'utilisent dans leur pratique et qui sont formés à cette méthode spécifique. Les patients devaient être des adultes qui prenaient des benzodiazépines ou apparentés depuis plus de 3 mois, quel que soit leur motif de consultation. En fait, on n'a pas pris des patients qui venaient pour faire un sevrage. On a regardé dans les dossiers, entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2020, tous les patients qui étaient venus pratiquer des séances d'hypnose dans ces cabinets-là. Et au moment où ils ont commencé les séances d'hypnose, quelles étaient leurs prescriptions, puisque c'était chez leur médecin traitant, ce n'était pas chez c'était pas des patients de passage. Donc on avait toutes les informations. Quelles étaient leurs prescriptions les 3 mois qui précédaient. Et tous ceux qui étaient sous benzo, on les a inclus. Ceux qui ne prenaient pas de benzodiazépine, on ne s'en est pas occupé. Il y a des gens qui venaient parce qu'ils avaient des douleurs chroniques
et qui étaient sous benzo. Il y a des gens qui venaient parce qu'ils avaient des troubles du sommeil et qui étaient sous benzo. Il y a des gens qui venaient parce qu'ils avaient des syndromes dépressifs et ils étaient sous benzo alors que ce n'était pas forcément adapté. Ils prenaient des benzo dans un autre cadre. On a aussi bien sûr référencé tous les traitements qu'ils prenaient. Voilà les résultats de ce travail. Le résultat, est-ce que c'est ça? Hop, raté. Non. Je me trompe dans mes petits boutons. Voilà. On a pu montrer qu'au bout d'un an, on avait 57,5% des patients qui ne prenaient plus du tout de benzodiazépine, alors qu'ils ont bénéficié de 4 séances de thérapie seulement avec leur médecin. C'est des séances qui avaient été faites, je rappelle, chez leur médecin traitant. Ils ne sont pas allés voir quelqu'un à l'extérieur pour faire des séances d'hypnose. Donc ça, c'était intéressant. Bon, la population, c'est la même à peu près partout. C'est 75% de femmes, à peu près autour de 52 ans. Et puis, il y en avait 72% qui venaient parce qu'ils avaient des troubles anxio-dépressifs. Mais c'était pas que. Ce qui est intéressant, c'est cette courbe, parce que là, on voit que la décroissance, elle se poursuit même après les séances. Il n'y a pas un effet pic comme au début on s'attendait. On se disait, bon, on va aller jusqu'à 1 an, parce que toutes les études qui sont faites sur le sujet, c'est ce qu'on a montré dans notre revue de littérature, elles s'arrêtent à 3 ou 6 mois. Et à 3 mois, tout marche pour le sevrage. Vous apprenez à des gens à jouer du trombone, ils vont mieux. Vous les emmenez faire des balades en forêt, ils vont mieux. Et de toute façon, ils vont se sevrer, quel que soit le sevrage. Sevrage tabagique, sevrage alcoolique, sevrage de benzo. Nous, on voulait voir à long terme. Et on a eu vraiment cette surprise de voir que sur les 4 séances qui ont lieu en 6 semaines, finalement, les gens ayant aussi appris l'auto-hypnose sans qu'on les ait relancés au cours de l'année, finalement, continuent leur décroissance en prise de médicaments. Et là, on parle du sevrage complet de benzodiazépine. On montre aussi que les antidépresseurs, qui étaient de 49% des patients au début, baissent à 31% à un an, alors qu'on n'est pas dans un objectif de sevrer les patients. Mais c'est quand même ce qu'on observe. Alors on a fait aussi des analyses multivariées, mais on n'a montré aucun lien entre les différentes variantes ici, que ce soit l'âge, ça ne change pas en fonction du genre, ni de la catégorie socio-professionnelle, ni du nombre de séances, c'était 3 à 4, ni de la durée des séances, qui était en moyenne de 30 minutes. C'était entre 20 et 40 minutes, voilà, selon les praticiens. Alors déjà, il y a peu d'études qui font des travaux de recherche sur l'hypnose, mais en ciblant vraiment un protocole, une méthode qui est reproductible et donc qu'on peut évaluer. Parce que tant que ce n'est pas reproductible, on pourra toujours dire « oui, mais moi, je n'ai pas fait tout à fait comme ça, je me suis adapté au patient ». Bien évidemment, dans ce protocole, on s'adapte également au patient. Simplement, on a un petit fil conducteur à suivre, certaines étapes à franchir qui permettent d'assurer la régression en âge sur l'émotion, pour régresser sur une scène qui est teintée de la même émotion dans un tout petit âge, en général entre 0 et 3 ans. Cette fois, comme on est en transe, on est capable de modifier, le patient est capable de modifier cette situation qui a une couleur émotionnelle assez inconfortable. Et juste en faisant ce travail-là, finalement, c'est comme si ça éteignait l'amygdale, comme si c'était un psychotrauma qui se terminait. On ne peut pas vraiment dire ça, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le gros avantage de cette étude, c'est aussi qu'on a pu la faire sur 1 an, et puis voir, d'abord, on n'avait pas d'effet rebond, comme je vous l'ai montré, et puis ça nous a permis de constituer aussi un réseau de travail pour pouvoir avoir des données de santé suffisamment importantes pour pouvoir faire des travaux de recherche. Donc ça nous a donné une idée, ça nous a indiqué qu'on pouvait aller plus loin, mais pour le moment on ne peut pas faire de lien de causalité entre non plus le travail qu'on a, enfin les séances d'hypnose et le sevrage des benzos. Il y a sans doute d'autres facteurs qui interviennent. L'étude n'était pas construite pour montrer qu'on allait faire un sevrage, donc on ne peut pas en conclure que ces séances ont suffi à sevrer. Mais on peut voir quand même que des patients qui ont fait des séances d'hypnose alors qu'ils étaient sous benzo de façon inadaptée, finalement arrivent à s'en sevrer
dans les patients, il y a des patients qui en prenaient, je vous dis, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Donc la durée de traitement n'était pas limitative. On retrouve les mêmes résultats dans la littérature sur d'autres approches qui permettent de sevrer des benzos. Une des surprises aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de mal avec le méthodologiste. On avait calculé que ce serait bien d'avoir 120 patients. On s'était dit fastoche avec 21 praticiens, on va facilement trouver nos 120 patients. Et en fait non, on en a trouvé que 113 dans la période, 73 dans la période, parce que en fait, ces médecins qui pratiquent l'hypnose, pour avoir un recul de plus d'un an, c'est des médecins qui prescrivent déjà plus de médicaments et qui en prescrivent très peu. Donc moi je m'étais dit, des patients qui viennent faire de l'hypnose avec moi, c'est en centaines que ça se compte. Oui, mais dans ceux qui prenaient des benzos 3 mois, depuis plus de 3 mois, j'en avais très peu. J'en ai trouvé 10, c'est tout. Et les 10 n'étaient pas incluables. Donc finalement, on s'est rendu compte que, mais ça c'est un autre travail qui est en cours, que les médecins qui prescrivent, qui utilisent cette méthode en tout cas, prescrivent moins de benzos. Là, on a un travail de recherche qui est fait à partir du répertoire SNDS. Le répertoire SNDS, c'est le répertoire de la sécurité sociale, tous les actes remboursés par tous les médecins. Donc, on a accès à cette base de données par notre équipe de recherche et on va pouvoir montrer, il y a un premier travail qui va montrer quelle est la prescription des benzos des médecins généralistes bretons en général, et on va aussi faire un sous-groupe, quelle est la prescription de benzos des médecins généralistes formés à cette méthode et qui l'utilisent depuis une certaine période. Donc on avance petit à petit dans ce sens-là. L'avantage du réseau, c'est que c'est des médecins généralistes. On ne forme pas que des généralistes à cette méthode. Il y a des infirmiers, il y a des kinés, il y a des orthophonistes, il y a des sages-femmes. Mais là, on voulait avoir un groupe homogène pour pas qu'on nous dise oui, mais c'est des sages-femmes versus des infirmiers. On a pris que des médecins généralistes qui travaillent en libéral. Ça donnait une harmonie, ça garantissait une harmonie des pratiques. Et l'objectif était de montrer l'effet spécifique de la méthode plutôt qu'un effet autre. On a pu mobiliser 21 médecins généralistes sur les 57 qui étaient formés dans le secteur concerné. C'était intéressant. Ça nous a permis de proposer un nouvel essai thérapeutique qui est exposé dans un poster un peu plus loin, là, le poster 51. Vous pourrez voir où là, on va aller plus loin. On va inclure 136 patients en ambulatoire, donc une étude multicentrique qui va comporter 34 centres, 34 cabinets de médecine générale qui vont recruter des patients insomniaques chroniques et les adresser. Ils ne vont pas faire d'hypnose. Le médecin qui recrute et qui évalue est aveugle de la technique utilisée. Le patient sait qu'il va faire de l'hypnose, mais il ne sait pas quelle méthode. Et il y aura 2 bras, ça sera randomisé. Un bras qui fera l'hypnose qu'on va appeler du lieu sûr, c'est-à-dire la technique de base d'hypnose, comment emmener quelqu'un ailleurs et l'y maintenir pendant un quart d'heure, versus un autre groupe qui, lui, suivra la méthode de 2 R. Et les hypnothérapeutes sont formés. Les médecins hypnothérapeutes qui vont les accompagner ne seront pas évaluateurs, bien sûr, pour respecter l'aveugle. Et eux, ils sont formés aux 2 méthodes. Donc, ça sera très simple de faire ce travail-là. Pour nous, juste pour conclure, c'est ma dernière diapo, pour conclure, le travail peut se faire qu'en équipe. C'est toute la difficulté aussi de ces recherches dans les INM, c'est qu'il y a peu d'accès aux moyens de la recherche. Nous, on peut le faire parce qu'à Rennes, au département de médecine générale, on est 5 médecins, 5 enseignants-chercheurs formés à l'hypnose. Donc, ça fait partie de nos centres d'intérêt, de nos appétences. Donc, on peut proposer des projets. On est adossé à une équipe de recherche par le CHU dont on va avoir les moyens. On a des internes qui sont intéressés et qui peuvent faire des stages au sein du DMG, des stages recherche, donc qui participent à ce travail. On a des moyens qui nous permettent d'aller plus loin. Que je voulais appuyer. Donc ça, c'est juste pour dire qu'on a vraiment besoin de continuer dans la recherche. C'est ce qui a déjà été dit ce matin. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, voilà. Et vous aurez avec le QR code le lien, l'accès direct à la méthode pour ceux qui ça intéresse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous diriez finalement que l'hypnose, dans ce cas-là, enfin, le sevrage est un effet secondaire positif à l'hypnose, si vous dites que... Oui, d'accord. complètement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui...
les gens viennent rarement pour se sevrer des benzo. C'était mon autre question aussi. Non, les gens viennent pour en avoir. Disons que ceux qui en veulent aujourd'hui, ils veulent pas les arrêter, et ceux qui pourraient en avoir besoin, ils en veulent pas du tout. Il y a 30 ans, les gens me disaient, enfin, quand j'ai commencé, les patients avaient des listes de médicaments longues comme ça. Toutes les femmes avaient des vénotoniques. J'ai bataillé dur pour arriver à les arrêter. Aujourd'hui, j'aurais du mal à proposer un vénotonique à quelqu'un et il dirait non, j'en veux pas. Mais on a ça aussi pour les antidouleurs et les anxiolytiques. Il y a la population, ça s'est vraiment scindé en deux. Il y a ceux qui veulent du médicament et il faut pas leur parler d'autre chose. Et puis il y a ceux qui en veulent pas du tout. Et eux, si on n'a pas d'INM à leur proposer, on est un peu coincé. Voilà, c'est... Et du coup, ma deuxième question c'était est-ce que vous avez évalué d'autres effets secondaires positifs de l'hypnose dans ce cas-là? C'est-à-dire, est-ce que vous avez activé une diminution de l'anxiété, de la dépression? Oui, mais tout ça, ça a été étudié dans les travaux préliminaires, mais qui étaient plutôt des travaux qualitatifs. On n'a pas fait de travaux quantitatifs sur ce sujet. Parce que on n'était pas dans cette démarche à l'époque, mais... On voit qu'il faut avancer vraiment pas par pas. C'est très lent, ça prend beaucoup d'énergie et il y a un moment où il faut aussi un peu extrapoler parce qu'on ne pourra jamais montrer que cette méthode d'hypnose, si on montre qu'elle est efficace dans l'insomnie chronique, on sait, vu le mécanisme qu'elle suit, on sait qu'elle est reproductible sur d'autres, c'est ce qu'on fait en clinique, sur d'autres symptômes. Mais on ne va pas montrer, on va arrêter de découper les gens en tranches. C'est ce que disait Grégory ce matin, il faut arrêter de les découper, la tête, le cœur, les poumons, les reins. Il y a un moment, on peut avoir une vision plus globale. Et l'intérêt de cette approche, c'est que on va aborder le symptôme par sa face émotionnelle. Et la face émotionnelle du symptôme, c'est toujours un peu la même en fait. Que vous ayez des migraines, ou que vous ayez une sciatique, ou que vous ayez des troubles du sommeil, ça déclenche en vous une émotion d'avoir ça. Et cette émotion, elle est rarement agréable. Et en travaillant sur l'émotion, on va pouvoir suivre ce déroulé, en fait, qui s'adapte aussi bien du coup à une plainte au départ pour un mal de tête que pour autre chose. Merci. C'est bon ? Ok. Je profite d'avoir le micro pour une question de clarification sur la méthode. Oui. Si j'ai bien compris, en fait, c'est presque une enquête sur les fiches patients. Oui, tout à fait. C'est du rétrospectif, c'est observationnel. C'est ça, c'est rétrospectif. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut pas donner, peut pas dire, c'est pas une preuve d'efficacité. Elle n'a pas été construite pour ça, c'est pas un effet prospectif. Il faudrait faire un essai prospectif. D'accord. Donc, et la période que vous avez définie à quoi? Juste la disponibilité des praticiens la disponibilité des praticiens, un suffisamment grand nombre de praticiens formés depuis assez longtemps pour avoir un recul assez long de plus d'un an entre le moment où ils ont fait et des patients venus assez longtemps pour qu'on ait du recul pour pouvoir récupérer leur dossier. D'accord. Et ma dernière question, du coup, c'était les gens sont inclus à leur première séance d'hypnose? Oui, c'est à l'inclusion qu'on commence. On commençait à la première séance. Et on regardait, un an après la date de la première séance, quelles étaient les prescriptions qu'ils avaient à ce moment-là. D'accord. Et donc c'est à la lecture de la prescription. Tout à fait. Là, je vais vite. On a un article en soumission en ce moment où on détaille un petit peu plus les choses. Notamment, par exemple, on n'a pas les patients qui auraient continué les anxiolytiques de leur conjoint, de leur vieille maman, il y a eu des boîtes qu'ils ont récupérées à droite à gauche, que nous, on n'aurait pas prescrit, mais qu'eux auraient quand même pris. On n'en est pas là. Et puis j'ai une dernière question. Vous avez évoqué l'auto-hypnose pour expliquer, si je comprends bien, en partie le protocole, la poursuite de la courbe un peu asymptotique. Le protocole fonctionne comment? Vous enseignez? C'est une des explications. Disons que l'hypnose, il y a un engagement du patient, exactement comme dans la méditation. Le patient, s'il ne veut pas respirer, il ne respire pas. Il ne fait pas de méditation. L'hypnose, s'il ne veut pas faire d'hypnose, il ne fera pas d'hypnose. Ça, c'est évident. S'il accepte ce protocole, de suivre, d'avoir un suivi en hypnose, on lui apprend à faire de l'auto-hypnose. C'est des temps très courts, de 3 minutes, 3-4 minutes maximum. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, pendant lesquels il va apprendre à se dissocier et se réassocier.
et activer son système parasympathique de façon rapide. D'accord. Donc dans le protocole, il lui est demandé au patient. Non, c'était pas demandé. C'est demandé pendant les 4 séances. D'accord. Et puis après, on suggère aux gens qu'une fois qu'on les accompagne pour la dernière fois, on leur dit maintenant que vous savez faire, je vous invite de temps en temps, régulièrement, si vous avez besoin, vous savez comment faire. Mais on n'a pas relancé les gens au fil de l'année pour leur dire « Allô, est-ce que vous faites bien de l'auto-hypnose ?» Ou on ne leur redemandait pas forcément en consultation. Là, on est dans du suivi, c'est la consultation courante. Et est-ce que les gens sont revenus après les 4 séances pour demander d'autres séances d'hypnose pour continuer de les aider dans leur gestion? Non, pas dans la première indication qu'ils avaient. On a vu 72% des indications, c'était des troubles anxio-dépressifs. Ils ne sont pas revenus. Il y a d'autres patients, mais ils ont pu revenir faire de l'hypnose pour d'autres choses. Pour d'autres plaintes, éventuellement. Oui, mais ça peut expliquer à ce moment-là qu'ils continuent de... Tout à fait. Ça peut expliquer l'asymptote, quoi. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Okay. Là, c'est pour ça, j'ai bien dit, c'est une étude rétrospective, observationnelle, voilà. Et ce qui nous a permis d'abord de voir qu'on était capable de mobiliser un réseau de généralistes pour faire de la recherche en soins primaires et pas uniquement des recherches dans des centres du sommeil. En Bretagne, il y en a 2 centres du sommeil. Il y en a un à Brest et un à Nantes. Nantes n'étant pas en Bretagne d'ailleurs. Donc, voilà, il n'y en a qu'un en Bretagne. Quand on habite à Plouermel, on fait comment pour avoir accès au centre du sommeil? En fait, je me disais que dans une de vos études futures, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez nourrir cette information de l'effet dose. Combien de fois ils font leurs auto-hypnoses, combien de fois ils reviennent. Tout à fait. Même pour d'autres séances. Ça, c'est ce qui est prévu dans l'étude prospective qu'on va faire, dans l'essai randomisé qu'on va lancer. Okay. On a tout un versant sur le suivi des pratiques d'hypnose du patient tout au long de l'année, par des recueils d'informations. Excusez-moi, j'ai beaucoup monopolisé. D'autres questions? Bonjour, je la pose quand même parce qu'il y a plein de questions, mais j'en ai une surtout. Dans les critères d'exclusion, il y avait tous ceux qui étaient sous benzo de moins de 3 mois, j'entends bien. Est-ce qu'il y a des publics que vous avez exclus? Est-ce que vous avez des publics cibles que vous avez exclus de l'étude? Aucun. Typiquement, psychose chronique, sujet âgé, pathologie cognitive. Pas d'exclusion de Pas d'exclusion. Pas de critères d'exclusion. Non. On a mis des critères d'exclusion pour l'étude prospective qu'on démarre parce que sur le plan des autorisations, ça devenait trop compliqué de proposer. On utilise l'hypnose avec des enfants, mais faire un protocole de recherche prospectif avec des enfants, on a dit on fera plus tard, on verra. Et c'est pareil, on s'arrête. En fait, la limite, elle est cognitive. La limite est cognitive. Donc, de toute façon, on n'avait pas de patients. On avait des patients très âgés, qui pouvaient avoir 80 ans, 85 ans, mais qui étaient en cognition suffisante pour suivre ce protocole. Dans ce cas, ils étaient inclus dans l'étude. Mais s'ils n'étaient pas capables de suivre l'hypnose, ils n'en avaient pas fait, donc ils ne rentraient pas dans l'étude. Mais déjà, je suppose qu'en étant praticien de l'hypnose, vous savez déjà exclure de fait ces patients-là, cognitivement atteints, qui ne rentrent pas dans l'hypnose générale de base. En tout cas, dans cette méthode, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les accompagner en hypnose, mais comme je vous ai dit, l'hypnose, c'est très très vaste. Et ça ne veut rien dire. Donc, en hypnose de 2 heures, on ne peut pas accompagner tout le monde. Parfait. Il y aura cette limite cognitive. Typiquement, il y a un vrai enjeu de déprescription de la benzo chez les sujets âgés, qui sont globalement dans des institutions à 70% cognitivement atteints, à des stades modérés à sévères. Et là, cette technique-là, elle ne pourrait pas se déployer, de fait. Alors, ça veut pas. C'est vrai qu'on intervient. Enfin, moi, par exemple, j'ai quelques patients en EHPAD, mais j'ai pas proposé cette prise en charge à mes patients en EHPAD parce que ça prend un petit peu plus de temps. Une séance d'hypnose, c'est 20 minutes, donc ça veut dire une consultation de 30 minutes. Au lieu de 15 d'habitude, on a du travail, on ne s'ennuie pas. Les journées sont bien chargées, donc moi j'arrive à caler 6 séances d'hypnose par jour, ce qui me prend 3 heures, mais c'est tout, je ne peux pas faire beaucoup plus. Donc je le fais avec les patients qui viennent au cabinet, qui sont demandeurs, ou pour lesquels moi je vais proposer, parce que je me dis, si je fais pas ça, je vois pas comment je vais en sortir, et c'est moi qui vais souffrir après pendant des mois avec des plaintes récurrentes. Donc je suis pas allé sur ce terrain-là. Bonjour, merci. Est-ce que vous faites une différence entre les émotions et les sentiments? Oui. Oui. Oui, je fais. Là, vous avez parlé d'émotions seulement. Tout à fait. Je dirais que l'amour c'est un sentiment. Alors que la peur ou la tristesse, c'est une émotion.
On peut revoir. Non mais. Il y a débat. Voilà, il y a débat complètement. En fait, quand on décrit, nous, le protocole, on peut partir d'une émotion, d'un sentiment. On peut partir d'une sensation aussi. On pourrait partir d'une sensation pour faire une régression en âge. Parce que, par exemple, la Madeleine de Proust, typiquement, c'est je mange quelque chose, ça me rappelle ce que j'avais mangé chez ma grand-mère il y a longtemps. J'entends une musique, c'est de l'auditif, ça me rappelle cette danse que j'avais fait, ça me rappelle ce voyage que j'ai vécu. On peut faire des régressions comme ça. Mais pour aller travailler sur la toute petite enfance intra-utérin, 0 à 3 ans, le cortex n'est pas encore développé, il n'y a pas encore un cortex frontal qui est capable d'analyser, d'intégrer, de conscientiser, on va dire, les événements. Et donc là, on reste sur des choses un peu plus basiques. Je vous renvoie à Vice Versa. Vice Versa 1, c'est les 4 émotions de base, le dessin animé de Pixar récent. Et puis Vice Versa 2, ça y est, elle grandit, elle arrive à l'adolescence. Et alors là, il y a d'autres émotions, il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà. Mais en fait, ça permet de réduire à une prise en charge finalement assez simple. Mais on peut les appeler autrement, ça ne posera pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou commentaires ? Comme c'est l'heure, je vous propose qu'on clôt la séance. Je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant. Et merci d'être resté. Merci pour ce partage.